Pour mes parents, j'ai toujours été l'idiote, tandis que ma sœur avait Harvard et leur fortune. Le jour de son diplôme, un inconnu m'a tendu une enveloppe en chuchotant, l'heure est venue de leur montrer qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Céleste Lambert. J'ai 28 ans. Pendant 20 ans, mes parents m'ont appelé la lente, tandis que ma sœur Amandine collectionnait les diplômes de HEC et les promesses d'héritage. Ils se moquaient de ma dyslexie à table, m'excluaient des décisions familiales et me payaient une fraction de ce qu'ils lui donnaient. Mais le jour de la remise de diplôme d'Amandine, à l'hôtel Ritz, devant 350 invités, un inconnu m'a tendu une enveloppe qui allait exposer chaque mensonge que mes parents avaient raconté sur moi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que grand-mère avait tout observé. Elle avait tout vu. Et elle m'avait laissé quelque chose qui allait bouleverser tout l'empire Lambert. Les Lambert étaient de la vieille bourgeoisie parisienne, le genre de famille dont le nom apparaît sur des ailes d'hôpitaux et des plaques de musées. Mon père, Gérard Lambert, dirigeait Immobilier Lambert, un empire immobilier commercial que ma grand-mère, Éléonore, avait bâti à partir d'un unique bureau à Belleville en 1965. En 2024, l'entreprise était évaluée à 92 millions d'euros. Je suis né avec une dyslexie, diagnostiquée à 7 ans. Les lettres sur les pages nageaient et se réorganisaient, transformant des phrases simples en énigmes qui me prenaient 3 fois plus de temps à résoudre que les autres enfants. La réaction de mes parents n'a pas été le soutien, mais la honte. Quand j'avais 12 ans, ils ont engagé des tuteurs pour Amandine, leçons de violon au Conservatoire de Paris, cours d'immersion en anglais, préparation au baccalauréat avec un diplômé de l'école normale supérieure qui facturait 400 € de l'heure. Quand j'ai demandé de l'aide pour ma lecture, ma mère, Pascal, a simplement soupiré. Céleste, nous avons déjà tant dépensé pour des spécialistes. À un moment donné, il faut accepter que certains enfants ne sont tout simplement pas faits pour les études. J'avais 12 ans. Je l'ai cru. Alors, j'ai appris à m'adapter seul. Les livres audio sont devenus ma bouée de sauvetage. J'ai développé un système de notes visuelles, de diagrammes et d'organigrammes qui m'aidait à traiter l'information d'une manière que la lecture traditionnelle ne permettait pas. Et chaque dimanche après-midi, je prenais le métro jusqu'à l'appartement de ma grand-mère Éléonore à Saint-Germain-des-Prés, où elle s'asseyait avec moi pendant des heures, m'expliquant des concepts à travers des histoires plutôt que des manuels. Céleste, m'a-t-elle dit un jour, sa main ridée recouvrant la mienne. Tu lis plus lentement que la plupart des gens, mais tu vois des choses que les autres manquent. Ce n'est pas un handicap, ma chérie. C'est une autre forme de vision. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Je finirai par le comprendre, mais d'abord, j'ai dû survivre à 19 autres années en tant que secret embarrassant de la famille Lambert. Noël 2018, 20 parents réunis autour de la table en acajou dans l'hôtel particulier de mes parents dans le 16e arrondissement. Lustre en cristal, dîner de traiteur, la représentation annuelle de la perfection de la famille Lambert. Mon père se tenait au bout de la table, un verre de vin levé. J'aimerais faire une annonce, dit-il, sa voix portant cette autorité de salle de conseil qu'il portait comme une seconde peau. Amandine a été acceptée en droit à HEC. Bourse complète. Applaudissements. Acclamations. Amandine rougit avec une modestie bien rodée. Ma fille aînée, continua Gérard, rayonnant, sera la première Lambert à fréquenter HEC en 3 générations. Elle va mener cette famille et cette entreprise vers des sommets extraordinaires. Plus d'applaudissements. Oncle Richard tapa sur l'épaule d'Amandine. Tante Catherine s'essuya les yeux avec une serviette. Puis le regard de mon père dériva le long de la table. Vers moi. Et Céleste, il marqua une pause. La chaleur dans sa voix s'évapora. Eh bien, Céleste est également ici. Quelques parents ricanèrent. Des rires doux, gênés, du genre que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Amandine ne m'a pas défendu. Elle a ri avec eux. J'ai fixé mon assiette. L'agneau rôti se brouillait à travers les larmes que je refusais de laisser couler. Sous la table, une main trouva la mienne. Doigt fin, peau parcheminée. Grand-mère Éléonore, assise en face de moi, serra doucement. Quand j'ai levé les yeux, son regard contenait quelque chose de féroce, quelque chose qui ressemblait presque à de la fureur dirigée contre son propre fils. Elle n'a rien dit. Pas à ce moment-là. Mais 3 mois plus tard, elle m'a appelé à son appartement, disant qu'elle devait me montrer quelque chose d'important. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce dîner de Noël, ce moment de cruauté désinvolte devant 20 témoins,
avait mis quelque chose en mouvement, quelque chose qui mettrait 5 ans à exploser. Après avoir obtenu mon diplôme d'une université publique en 2022, pas d'une grande école, jamais d'une grande école, j'ai postulé pour un poste chez Immobilier Lambert. Je voulais prouver que je pouvais contribuer, que l'entreprise familiale pouvait aussi être mon chemin. Mon père a accepté de m'embaucher comme assistante administrative. Salaire, 42 000 € par an. Le même mois, Amandine a rejoint l'entreprise en tant que directrice juridique. Son salaire, 280 000 € plus les bonus. Mon travail consistait à photocopier des documents, réserver des salles de conférence et aller chercher du café pour des cadres qui n'ont jamais appris mon nom. Je n'ai été invité à aucune réunion, on ne m'a jamais montré un seul contrat. Mais j'ai regardé et j'ai écouté. J'ai découvert quelque chose sur moi-même pendant ces longues heures dans la salle de reprographie. Je pouvais repérer des schémas que les autres manquaient. Lorsque les cadres discutaient d'affaires dans le couloir, je dessinais des diagrammes des relations entre les parties, des flux d'argent, des conflits potentiels. Une compétence que j'avais développée pour compenser mes difficultés de lecture était devenue tout autre chose. Grand-mère Éléonore m'avait appris cela. Pendant ces dimanches après-midi dans son appartement, elle étalait de vieux contrats des débuts de l'entreprise et me montrait comment les lire, non pas mot par mot, mais comme des systèmes, des structures. Ton père lit les contrats comme un avocat, m'a-t-elle dit une fois en 2019, juste avant que sa santé ne commence à décliner. Il cherche ce qu'il peut exploiter. Toi, tu les lis comme une architecte. Tu vois comment toutes les pièces se connectent. Le même jour, elle m'avait tendu une petite boîte en bois, en acajou, avec des charnières en laiton. Garde ceci en sécurité, avait-elle dit. Ne l'ouvre pas encore. Quand tu en auras besoin, tu le sauras. J'avais ramené la boîte à la maison, l'avais rangée dans mon placard et avais essayé d'oublier le poids étrange de ces mots. Mars 2019, l'appartement de grand-mère Éléonore. Elle avait 82 ans alors, sa silhouette autrefois vigoureuse était devenue mince, ses cheveux argentés vaporeux contre le coussin de son fauteuil, mais ses yeux perçants et savants, n'avaient pas faibli. Assieds-toi, Céleste. Je me suis assise en face d'elle dans le salon où j'avais passé tant de dimanches après-midi. Les murs étaient couverts de photographies. Éléonore posant la première pierre de sa première propriété à Belleville en 1965. Éléonore serrant la main du maire de Paris. Éléonore recevant un prix des femmes d'affaires en 1987. Pas une seule photo de mon père à la barre. J'ai bâti Immobilier Lambert à partir de rien, dit-elle, sa voix portant des décennies d'acier. Un bureau, une secrétaire, 60 ans de travail. Ton père, elle fit une pause et quelque chose d'amer traversa son visage. Ton père en a hérité. Il ne l'a pas bâti. Il ne comprend pas ce que signifie créer quelque chose. Grand-mère, il juge les gens sur leur diplôme, leur qualification, leur capacité à performer en salle de conseil. Elle se pencha en avant. Je juge les gens sur la façon dont ils traitent ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et toi, Céleste, tu es la seule dans cette famille qui sait être gentille. Elle pressa la boîte en bois dans mes mains. Il y a quelque chose à l'intérieur qui pourrait t'aider un jour, mais pas encore. Tu n'es pas encore prête. Et Gérard non plus. Sa prise se resserra. Quand le moment viendra, quand il te montrera exactement qui il est, tu sauras quoi faire. Je voulais demander ce qu'elle voulait dire, ce qu'il y avait à l'intérieur, pourquoi elle m'avait choisi, mais elle changea de sujet, se mit à parler du temps, de son jardin, du livre qu'elle lisait. 18 mois plus tard, elle n'était plus là. Cancer du pancréas. Je lui ai tenu la main à l'hospice, le seul membre de la famille à son chevet. La boîte est restée fermée dans mon placard. Avril 2024. L'email est arrivé un mardi après-midi. Objet, restructuration de poste, confidentiel. Chère mademoiselle Lambert, dans le cadre de notre optimisation organisationnelle continue, votre poste actuel sera supprimé. À compter du 1er juillet 2024. Les RH vous contacteront concernant les options d'indemnité de départ. Je l'ai lu 3 fois. Les lettres ont nagé, se sont réorganisées, pour finalement former le même message dévastateur. Il me licenciait. Ce soir-là, je suis resté tard, organisant des dossiers que personne ne regarderait jamais. À travers le mince mur séparant mon box du bureau d'angle de mon père, j'ai entendu des voix. Gérard et Pascal.
On ne peut pas l'avoir ici quand Amandine prendra la relève, disait mon père. Ça fait mauvais genre. La sœur du PDG qui travaille comme secrétaire. Les gens poseront des questions. Quel genre de questions? Pourquoi elle n'est pas à la direction? Pourquoi nous ne l'avons pas promue? Une pause. Pourquoi elle est comme elle est? La réponse de ma mère vint, douce, presque tendre. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour elle, Gérard. Certains enfants n'ont tout simplement pas ce qu'il faut. Exactement. Donc elle doit partir. Nous lui donnerons une généreuse indemnité. Elle pourra trouver autre chose. Quelque chose de plus adapté à ses capacités. J'ai appuyé ma paume contre le mur. 42 000 € par an. Mon studio à Montreuil, partagé avec 2 colocataires, coûtait 1 800 € par mois. Pas d'économie, pas de filet de sécurité. Si je perdais ce travail, je serais à la rue en 2 mois. Mais ce n'était pas l'argent qui me serrait la poitrine. C'était la prise de conscience qui s'installait dans mes os comme du givre. Si je les laissais faire, si j'acceptais leur version de qui j'étais, je passerais le reste de ma vie comme l'échec de la famille. Non pas parce que j'avais réellement échoué, mais parce qu'on ne m'avait jamais donné la chance de réussir. La fête de remise de diplôme d'Amandine était le lendemain. Je me demandais quelles autres annonces mon père avait prévues. 15 mai 2024, l'hôtel Ritz, grand salon. 350 invités remplissaient la salle dorée. Partenaires commerciaux, investisseurs, avocats de grands cabinets parisiens, membres de la famille élargie que je reconnaissais à peine. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur les nappes en soie. Un orchestre de 12 musiciens jouait du satie dans un coin. C'était le royaume de Gérard Lambert, sa scène, l'endroit où il jouait son rôle de patriarche, de magnate, d'homme qui avait tout. Je me tenais à l'entrée, tirant sur l'ourlet de ma robe, noire, simple, à 79 € de chez Zara, le maximum que je pouvais me permettre avec mon salaire. Tout le monde scintillait dans des robes de créateurs et des smokings sur mesure. Ma mère m'a intercepté avant que je ne puisse trouver une place. Céleste. Le regard de Pascal parcourut mon maquillage de supermarché jusqu'à mes talons éraflés, ses lèvres pressées en une ligne fine. Tu n'as rien trouvé de mieux. C'est ce que j'ai. Eh bien, elle ajusta son bracelet Cartier. Tu seras à la table 27, près de l'entrée de service. Essaie de ne pas attirer l'attention sur toi. Bien sûr. Et Céleste, elle se pencha plus près, son Chanel numéro 5 envahissant. Ce soir, c'est la soirée d'Amandine. Quoi que tu ressentes, quel que soit le ressentiment auquel tu penses avoir droit, garde-le pour toi. Ne nous embarrasse pas. Elle s'éloigna avant que je puisse répondre. La table 27 était au fond de la salle de bal, partiellement cachée derrière un pilier. Mes compagnons de table étaient des cousins éloignés que j'avais rencontrés peut-être 2 fois. De ma place, je pouvais voir la scène principale, le portrait massif d'Amandine dans sa toge de HEC, la bannière proclamant « Félicitations, Amandine Lambert, promotion 2024 de HEC ». Et près de l'entrée, debout seul près de la porte, un homme aux cheveux argentés dans un costume gris. Il ne se mêlait pas aux autres, ne mangeait pas, il observait simplement. Ses yeux croisèrent les miens à travers la pièce bondée. Un frisson me parcourut l'échine. À 20h30, l'orchestre s'arrêta. Les lumières s'éteignirent. Un projecteur illumina la scène où se tenait mon père, une flûte de champagne levée. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer une jeune femme extraordinaire. Les applaudissements commencèrent avant même qu'il ait fini sa phrase. Amandine est sortie diplômée dans les 5% meilleurs de sa promotion de droit à HEC. Elle a effectué un stage auprès du juge Reynolds. Et le mois dernier, elle est devenue associée chez Gilles Loirette Nouel en un temps record. La voix de Gérard enfla de fierté. Mais ce soir, je ne célèbre pas seulement ses réalisations. J'annonce son avenir. Amandine le rejoignit sur scène, radieuse dans une robe Valentino émeraude. Avec effet immédiat, Amandine Lambert héritera de l'intégralité de ma succession à mon décès. Cela inclut notre résidence familiale au 740 avenue Foch, actuellement évaluée à 13 millions d'euros, une Tesla Model S Plaidé, plus important encore, il marqua une pause pour les faits. Le poste de PDG d'Immobilier Lambert lorsque je prendrai ma retraite. La salle explosa. Standing ovation, flash d'appareils photo.
Amandine s'essuya les yeux avec une grâce théâtrale. 350 personnes célébraient, et aucune ne jeta un regard vers la table 27. La cousine à côté de moi, une femme que j'avais rencontrée à un enterrement il y a 8 ans, se pencha. Céleste, c'est bien ça? Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? J'ai ouvert la bouche, puis les refermé. Que pouvais-je dire? Que je venais d'être formellement effacé de ma propre famille. Que la lettre de licenciement dans ma boîte de réception n'était que le début? Que chaque peur que j'avais eue d'être sans valeur venait d'être confirmée devant tout ce qui comptait? Les applaudissements se calmèrent. Amandine serra notre père dans ses bras. Les appareils photo cliquetaient et, à travers la foule, l'homme aux cheveux argentés près de la porte commença à marcher vers moi. Lentement, délibérément, comme s'il avait attendu ce moment précis. L'homme s'arrêta à ma table. De près, je pouvais voir qu'il était plus âgé que je ne le pensais, début de la soixantaine, avec des yeux profonds et la posture soignée de quelqu'un qui a passé sa vie dans les tribunaux. Mademoiselle Lambert. C'est moi. Je me suis redressé sur ma chaise. Puis-je vous aider? Mon nom est Jean-Luc Perrin. Il sortit une carte de visite de sa poche de poitrine. Couleur crème, en relief. Perrin et associé. Avocat à la cour. J'étais l'avocat de votre grand-mère. Ma grand-mère. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Éléonore est décédée il y a 3 ans. J'en suis conscient. Il ne s'assit pas. Ne s'adoucit pas. Elle vous a laissé quelque chose avec des instructions très précises sur le moment de le livrer. De l'intérieur de sa veste, il sortit une enveloppe crème, papier épais, scellée à la cire rouge portant un sceau de notaire. Qu'est-ce que c'est? Son testament. Le vrai. Sa voix baissa. Celui dont votre père ignore l'existence. Je fixai l'enveloppe. Le sceau du notaire indiquait Perrin et associé, 12 septembre 2019. 5 mois après ce dimanche après-midi dans son appartement. 5 mois après qu'elle m'ait tendu la boîte en bois. Je ne comprends pas. Votre grand-mère m'a donné des instructions explicites. Je devais livrer ce document le jour où votre père vous déshériterait publiquement. Maître Perrin jeta un coup d'œil vers la scène où Gérard et Amandine se prélassaient encore sous les applaudissements. Je crois que cela vient de se produire. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Maître Perrin, qu'y a-t-il à l'intérieur? Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait presque à de la chaleur vacilla dans ses yeux. Madame Éléonore m'a dit de vous dire, donnez ceci à Céleste le jour où Gérard lui montrera exactement qui il est. D'ici là, elle sera prête. Il redressa sa cravate. Je serai disponible lorsque vous aurez des questions. Vous avez ma carte. Puis il tourna les talons et s'éloigna, disparaissant dans la foule. Je ne pouvais plus respirer dans cette salle de bal. Je suis passé par l'entrée de service, j'ai trouvé un couloir vide près de la cuisine. Des néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Les bruits de la fête étaient étouffés en un bourdonnement lointain. Mes doigts tremblaient en brisant le seau de cire. À l'intérieur, 3 pages de texte juridique dense. Une signature notariée. Une date, 12 septembre 2019. J'ai lu lentement, attentivement. Les lettres nageaient, mais je les ai forcées à se mettre au point. Je, sous-signé, Éléonore Marguerite Lambert, saine d'esprit et de corps, révoque par la présente tous les documents testamentaires antérieurs, et déclare que ceci est mon dernier testament et mes dernières volontés. Mes yeux se sont arrêtés sur un paragraphe vers le milieu. À ma petite fille, Céleste Anne Lambert, je lègue 51% de mes parts dans Immobilier Lambert SARL, actuellement évalué à environ 47 millions d'euros, ainsi que tous les droits de vote y afférents. J'ai relu encore et encore. 51%. Le contrôle majoritaire. Le testament continuait. Ce legs est fait en pleine connaissance du traitement que mon fils Gérard inflige à Céleste. Elle a été exclue, diminuée et privée d'opportunités, non par manque de capacité, mais par manque de soutien. Céleste n'est pas lente. Céleste a été abandonnée. Et je ne permettrai pas que les préjugés de son père continuent après ma mort. Un sanglot se coinça dans ma gorge. Grand-mère avait vu. Elle avait tout vu. Condition. Pour activer ce legs, Céleste doit demander formellement une réunion d'urgence du conseil d'administration dans les 72 heures suivant la réception de ce document.
L'inaction dans ce délai rendra ce testament nul et non avenu, et tous les actifs seront transférés conformément à mon testament de 2015. 72 heures. La date limite tomberait le 18 mai à 20h30. Je me suis appuyé contre le mur froid, le document serré contre ma poitrine. Ma grand-mère m'avait donné une arme. Maintenant, je devais décider si j'étais assez courageuse pour l'utiliser. Jean-Luc Perrin attendait près du vestiaire quand je suis sorti. Vous l'avez lu. La clause des 72 heures. Ma voix se cassa. Pourquoi aurait-elle mis ça? Votre grand-mère vous connaissait, mademoiselle Lambert. Il me tendit une deuxième carte. Celle-ci avec un numéro de portable personnel manuscrit au dos. Elle savait que si elle vous donnait un temps illimité, vous pourriez vous convaincre de ne pas agir. La date limite n'est pas une punition. C'est une permission. La permission d'arrêter d'attendre que votre famille change d'avis sur vous, de prendre ce qui vous revient de droit. Il vérifia sa montre. La date limite est le 18 mai à 20h30. 3 jours. Si vous voulez procéder, vous devrez soumettre une demande formelle de réunion d'urgence du conseil d'administration. Je peux vous aider à la rédiger. À travers les portes de la salle de bal, je pouvais voir mon père, toujours sur scène, posant pour des photos avec Amandine. Ma mère circulait parmi les invités, acceptant les félicitations comme si elle les avait méritées elle-même. Si je faisais ça, si j'invoquais le testament, je détruirais toutes les relations qui me restaient. Mes parents ne me pardonneraient jamais. Amandine verrait cela comme une trahison. Mais si je restais silencieuse, j'accepterais leur verdict. Je deviendrais exactement ce qu'ils avaient toujours dit que j'étais, l'échec, la lente, la fille qui ne comptait pas. Mademoiselle Lambert. La voix de maître Perrin me sortit de ma spirale. Votre grand-mère croyait en vous. Elle a passé les 3 dernières années de sa vie à préparer ce moment. La question est, croyez-vous en vous-même? J'ai regardé le testament dans mes mains, la signature élégante de la femme qui m'avait tenu la main sous les tables de Noël et m'avait appris à lire les contrats comme de l'architecture. Je vous appellerai demain, ai-je dit. Nous allons demander cette réunion du conseil. Maître Perrin s'est permis un petit sourire. Elle avait dit que vous le feriez. Je vais faire une pause ici un instant. Si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui étaient censées croire en vous, si vous savez ce que c'est que d'être ignoré, je veux que vous commentiez le mot passé ci-dessous. Faites-moi savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Et si vous voulez voir ce qui s'est passé quand je suis entré dans cette salle du conseil, continuez à regarder car nous ne faisons que commencer. Maintenant, retour à l'histoire. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement exigu de Montreuil, j'ai finalement ouvert la boîte en bois. Mes colocataires dormaient. La seule lumière venait du lampadaire de la rue, projetant des rayures oranges sur mon lit, où j'étais assise en tailleur, la boîte en acajou sur mes genoux. Les charnières en laiton grincèrent lorsque j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur le papier à lettres personnelles d'Éléonore, un document jauni daté de 1965 et une clé USB, élégante et moderne, clairement ajoutée bien plus tard. J'ai d'abord pris la lettre. Ma très chère Céleste, si tu lis ceci, alors Jean-Luc a fait son travail, et ton père a fait exactement ce que je craignais. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de mon vivant, mais je peux te protéger maintenant. Le document s'y joint est l'accord de partenariat original de 1965, lorsque j'ai fondé Immobilier Lambert avec 2 collègues décédés depuis longtemps. Ton père ne l'a jamais vu. Il établit que les actions des fondateurs possèdent des droits de vote permanents qui ne peuvent être ni dilués ni transférés sans l'approbation du conseil. La clé USB contient autre chose, quelque chose que ton père espérait que j'ai oublié. En 2018, Gérard a proposé une résolution pour réduire mes droits de vote de 51% à 10%. Sa raison déclarée, j'étais trop vieille pour comprendre les affaires modernes. La vraie raison, il voulait le contrôle, et j'étais sur son chemin. Le conseil a rejeté sa proposition par 2 voix. J'étais l'une de ces voix. Je n'ai jamais oublié ce qu'il a essayé de faire. Et je ne lui ai jamais pardonné la façon dont il t'a traité pour le justifier. Comme si te diminuer prouvait en quelque sorte que j'étais inapte. Utilise ceci avec sagesse, Céleste. Pas pour la vengeance, pour la justice. Avec tout mon amour, grand-mère Éléonore. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Le fichier était intitulé au procès-verbal du conseil d'administration, mars 2018.
PDF. La tentative de mon père de dépouiller sa propre mère de son pouvoir, documenté, daté. 16 mai, 9h01. Marguerite Chevalier a répondu à la deuxième sonnerie. Céleste Lambert. Sa voix portait le timbre rauque de quelqu'un qui avait fumé pendant des décennies et ri encore plus longtemps. Je me demandais quand vous appelleriez. Vous savez qui je suis. Ma chérie, votre grand-mère et moi avons bâti la moitié de Belleville ensemble dans les années 70. Elle parlait constamment de vous. Une pause. Elle m'a aussi parlé du testament il y a 3 ans, juste avant de mourir. J'ai serré mon téléphone plus fort. Alors vous savez ce que je suis sur le point de faire. Je sais ce que vous envisagez de faire. Il y a une différence. Le ton de Marguerite changea. Plus tranchant maintenant, plus professionnel. Vous voulez demander une réunion d'urgence du conseil d'administration? Cela nécessite la signature de 3 membres du conseil. Je suis l'un d'eux. Il vous en faudra 2 de plus. Pouvez-vous m'aider à les trouver? Je peux faire mieux que ça. J'ai entendu des papiers se froisser en arrière-plan. Gérard Lambert n'est pas aussi populaire qu'il le pense. Son style de gestion est, disons, autocratique. Au moins 4 membres du conseil ont exprimé des préoccupations en privé. Ils ont juste besoin que quelqu'un fasse le premier pas. L'espoir a jailli dans ma poitrine. Qui? Richard Holloway. Suzanne Parker se corrigea. Suzanne Parker. Ils ont tous les deux subi les foudres de Gérard en séance à huis clos. Je vais passer quelques coups de fil. Une autre pause. Céleste, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce ne sera pas agréable. Votre père se battra. Votre sœur se battra. Ils diront des choses terribles. Ils disent des choses terribles sur moi depuis toute ma vie. Au moins maintenant, je peux répondre. Marguerite a ri. Un son chaleureux, authentique. Éléonore a toujours dit que vous aviez de l'acier sous tout ce calme. Je commence à voir ce qu'elle voulait dire. Elle s'éclaircit la gorge. J'aurai la pétition prête pour ce soir. Demande de réunion du conseil le 18 mai, 10h. Tour Lambert, 42e étage. Merci, Marguerite. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand vous serez assise dans cette salle du conseil. 17 mai. Gérard a appris l'existence de la réunion du conseil à 16h. Je le sais parce qu'Amandine m'a appelé 45 minutes plus tard, sa voix tendue par une fureur contenue. Que as-tu fait? J'étais assise à mon box chez Immobilier Lambert, faisant semblant d'organiser des dossiers. Je ne vois pas de quoi tu parles. Papa vient de recevoir un avis de la secrétaire du conseil. Réunion d'urgence demain. Demandée par Marguerite Chevalier et 2 autres administrateurs. Une pause. Aiguisée comme du verre brisé. Marguerite Chevalier n'a rien demandé depuis 15 ans. Que as-tu fait? Peut-être qu'elle a des préoccupations concernant la gestion de l'entreprise. Ne joue pas avec moi, Céleste. Le sang-froid d'Amandine s'est fissuré. Si tu essaies de nous embarrasser, de faire une sorte de scène, je fais juste mon travail, Amandine. Comme toujours. Elle a raccroché sans dire au revoir. 20 minutes plus tard, Gérard a passé mon box en trombe en direction de son bureau. Il ne m'a pas regardé, n'a pas reconnu mon existence, a juste claqué sa porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. À travers le mur, je l'ai entendu au téléphone. Perte de temps ridicule. Marguerite devient probablement sénile. Nous répondrons à ses préoccupations et passerons à autre chose. Non, je ne suis pas inquiet. Céleste, mon Dieu, Amandine, elle peut à peine lire un tableur. Elle n'est une menace pour personne. J'ai souri. Pour la première fois en 28 ans, être sous-estimé ressemblait à un avantage. Cette nuit-là, dans mon appartement, je me suis préparé. J'ai imprimé 3 copies du testament, téléchargé le procès-verbal du Conseil de 2018 sur mon téléphone en guise de sauvegarde, écrit une brève déclaration, pas une accusation, juste une présentation des faits. Jean-Luc Perrin a confirmé qu'il serait présent en tant qu'avocat authentificateur. Marguerite a envoyé un SMS à 23h. Pétition déposée. À demain. Votre grand-mère serait fière. J'ai à peine dormi, mais pour une fois, ce n'était pas l'anxiété qui me tenait éveillé.
C'était l'anticipation. 18 mai 2024. 9h45. Tour Lambert. L'ascenseur s'est ouvert sur le 42e étage. Bail vitré. Marbre italien. Le genre d'opulence d'entreprise conçue pour intimider. Je suis sorti, vêtu d'un blazer gris emprunté à ma colocataire, de taille trop grand, portant un portefeuille en cuir que j'avais acheté chez Emmaüs pour 12 €. L'agent de sécurité à la porte de la salle du conseil a levé la main. Votre nom? Céleste Lambert. Il a vérifié sa tablette, a froncé les sourcils. Vous n'êtes pas sur la liste des participants autorisés. Je suis une employée d'immobilier Lambert et j'ai affaire au conseil. Madame, c'est une réunion restreinte. Je ne peux pas vous laisser. A-t-il un problème? La voix d'Amandine derrière moi. Je me suis retourné. Elle était impeccable. Tailleur pantalon bleu marine, foulard Hermès, l'uniforme de quelqu'un qui a sa place dans les salles de conseil. Céleste? Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai des informations à présenter au conseil. Des informations? Amandine a ri. Un son sec, théâtral. À propos de quoi? Tu travailles à la reprographie. La nature de ma présentation est confidentielle. Tu ne sais même pas ce que signifie RSI. Retour sur investissement. Ce n'est pas si compliqué. Le sourire d'Amandine vacilla. Avant qu'elle ne puisse répondre, notre père est apparu au bout du couloir, flanqué de 2 cadres supérieurs. Que se passe-t-il ici? Céleste veut assister à la réunion du conseil, dit Amandine. J'étais juste en train de lui expliquer que ce n'est pas possible. Gérard m'a regardé comme il l'avait toujours fait, comme si j'étais une tâche qu'il n'arrivait pas à enlever. Céleste, retourne à ton bureau. Cela ne te concerne pas. En fait, lança une voix depuis la salle du conseil, si. Marguerite Chevalier apparut à l'embrasure de la porte. 72 ans, cheveux argentés, se tenant avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui construisait des empires quand Gérard était encore en couche. Je l'ai invitée. Elle a qualité pour s'adresser au conseil. Marguerite sourit. Laissez-la entrer. La mâchoire de Gérard se crispa. Un instant, j'ai cru qu'il allait physiquement bloquer la porte, mais Marguerite Chevalier était membre du conseil depuis 32 ans. Son autorité dans cette pièce dépassait la sienne. Très bien. La voix de mon père était glaciale. Laissons-la parler. On verra combien de temps il lui faudra pour se ridiculiser. La salle du conseil était plus petite que je ne l'avais imaginé. Une table ovale en noyer poli. 12 chaises en cuir. Des portraits d'anciens dirigeants sur les murs, y compris, ai-je remarqué, ma grand-mère Éléonore, ses yeux peints semblant observer depuis le dessus de la cheminée. 12 membres du conseil prirent place. Gérard à la tête, Amandine à sa droite, pas encore officiellement membre du conseil, mais positionnée comme son héritière présomptive. On m'a dirigé vers une chaise à l'extrémité, la table des enfants de la gouvernance d'entreprise. Dans un coin, Jean-Luc Perrin était assis avec sa mallette. Il a croisé mon regard, a hoché la tête une fois. Robert Garnier, le président du conseil, un homme distingué d'une 60aine d'années qui avait connu ma grand-mère pendant des décennies, a ouvert la séance. Cette session d'urgence a été demandée par Marguerite Chevalier, Richard Holloway et Suzanne Parker. Marguerite, vous avez la parole. Marguerite se leva. Merci, Robert. Je serai brève. Elle fit un geste vers moi. La question que je souhaite aborder concerne un document qui a récemment été mis au jour, un document qui affecte la structure de propriété de cette société. Je cède mon temps de parole à mademoiselle Céleste Lambert. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Amandine eut un sourire narquois. Gérard se pencha en arrière dans son fauteuil avec un ennui théâtral. Je me suis levé. Mes mains étaient plus stables que prévu. Merci, Madame Chevalier. Et merci au conseil de me permettre de m'exprimer. J'ai ouvert mon portefeuille. Ce que je m'apprête à présenter peut surprendre certains d'entre vous. Je vous demande seulement d'écouter les preuves avant de tirer des conclusions. Gérard soupira bruyamment. Je l'ai ignoré. Avant que je ne puisse continuer, mon père leva la main. Je suis désolé, Robert, mais avant que nous ne perdions le temps précieux du conseil, Gérard se leva,
boutonnant sa veste avec une lenteur délibérée. Je dois fournir un certain contexte. Gérard commença Marguerite. Céleste est ma fille. Sa voix portait cette chaleur condescendante qu'il utilisait avec les clients difficiles. Et je l'aime, mais elle n'est pas qualifiée pour s'adresser à ce conseil sur quelque sujet d'affaires que ce soit. Elle occupe un poste administratif. Elle n'a aucune formation juridique, aucune expérience financière, aucune expérience stratégique. Amandine intervint, son ton dégoulinant de fausse sympathie. Céleste est également dyslexique. Elle a des difficultés à lire. Nous avons essayé de la soutenir, mais elle haussa élégamment les épaules. Certaines limites ne peuvent être surmontées par le seul effort. Quelques membres du conseil se sont agités, mal à l'aise. Ce que nous voyons ici, continua Gérard, est une jeune femme troublée qui cherche à se faire remarquer, peut-être en raison de l'annonce faite à la fête de remise de diplôme d'Amandine. La jalousie fraternelle est de Monsieur Lambert. La voix de Robert Garnier coupa net, comme un coup de marteau. Vous aurez l'occasion de répondre, mais Mademoiselle Lambert a demandé ce temps de parole, et elle a le droit de l'utiliser. Gérard s'assit. Son expression promettait des conséquences. Amandine a croisé mon regard et a articulé en silence, tu te ridiculises. Je les ai regardés tous les deux, mon père, ma sœur, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, de plus clair. Ils n'essayaient pas de me protéger. Ils n'essayaient même pas de protéger l'entreprise. Ils essayaient de protéger leur version de l'histoire, la version où je n'étais rien. Merci, Monsieur Garnier. J'ai sorti le document de mon portefeuille. Je ne discuterai pas de ma capacité de lecture aujourd'hui. Je discuterai de ceci. J'ai brandi le testament. Le silence se fit dans la pièce. Ceci est le dernier testament et les dernières volontés d'Éléonore Marguerite Lambert, fondatrice de cette société, notariée le 12 septembre 2019. Le visage de Gérard perdit toute couleur. C'est impossible. La voix de Gérard sortit étranglée. Le testament de ma mère a été exécuté en 2015. J'ai une copie. Vous avez une copie de son testament précédent. J'ai gardé ma voix égale. Clinique. En vertu du droit des successions français, un testament valide ultérieur révoque automatiquement tous les documents testamentaires antérieurs. Ce testament, je l'ai posé sur la table, a été exécuté 4 ans après celui que vous possédez. J'ai fait glisser le document vers Robert Garnier. Maître Perrin, j'ai fait un geste vers Jean-Luc, qui s'est levé de son coin. Voudriez-vous s'il vous plaît confirmer l'authenticité de ce document? Jean-Luc s'approcha de la table. Je suis Jean-Luc Perrin, associé chez Perrin et Associés. J'ai été l'avocat personnel d'Éléonore Lambert de 2008 jusqu'à sa mort en 2021. Je peux confirmer que ce testament a été exécuté en ma présence le 12 septembre 2019. Il a été attesté par 2 notaires indépendants et l'original est conservé sous séquestre à la banque privée de la Société Générale. Robert Garnier étudia le document. Ses sourcils se haussèrent. Ce testament lègue 51% des parts d'immobilier Lambert à il leva les yeux vers moi. À vous, Mademoiselle Lambert. Des murmures parcoururent la table. C'est un faux, dit Amandine, mais sa voix avait perdu son assurance. Ce n'est pas le cas, la réponse de Jean-Luc fut immédiate. Et je vous conseillerais de ne pas porter d'accusation de fraude sans preuve, Mademoiselle Lambert. La réputation de Perrin et Associés parle d'elle-même. Gérard frappa la table de sa paume. C'est absurde. Ma mère était malade. Elle était manipulée. Manipulée? J'ai sorti mon téléphone. Peut-être aimeriez-vous alors expliquer ceci. J'ai lancé l'enregistrement audio de la réunion du Conseil de 2018. La voix de mon père remplit la pièce. Éléonore a 81 ans. Elle ne comprend pas les affaires modernes. Je propose de réduire ses droits de vote à 10%. L'enregistrement s'est terminé. Le silence qui a suivi était absolu. Cet enregistrement où le visage de Gérard était devenu violacé. C'était une discussion privée du conseil à laquelle Éléonore assistait. J'ai gardé ma voix ferme. Elle l'a enregistré, comme c'était son droit en tant qu'actionnaire. Robert Garnier posa le testament. Son expression était passée de neutre à quelque chose de plus dur. Mademoiselle Lambert, voudriez-vous lire à voix haute le passage pertinent?
pour le procès-verbal. J'ai hoché la tête, pris une profonde inspiration. À ma petite fille, Céleste Anne Lambert, je lègue 51% de mes parts dans Immobilier Lambert SARL, ainsi que tous les droits de vote y afférents. J'ai marqué une pause, laissant les mots s'installer. Ce legs est fait en pleine connaissance du traitement que mon fils Gérard inflige à Céleste. Elle a été exclue, diminuée et privée d'opportunités, non par manque de capacité, mais par manque de soutien. Amandine a eu un hoquet. Céleste n'est pas lente. Céleste a été abandonnée, et je ne permettrai pas que les préjugés de son père continuent après ma mort. J'ai regardé directement mon père. Gérard a confondu diplôme et caractère, qualification et valeur. Il a essayé de me priver de mes droits de vote parce que j'ai vu clair en lui. Il a marginalisé Céleste parce qu'elle lui rappelait le genre de personne qu'il refuse d'être. Gérard ne dit rien. Ses mains, ai-je remarqué, tremblaient. Le testament conclut, j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Je choisis qui la portera. Je choisis Céleste. Robert Garnier retira ses lunettes de lecture. Jean-Luc, vous pouvez confirmer que ce document est juridiquement contraignant. Je le peux. Le testament de 2015 est supplanté. À compter de ce moment, Céleste Lambert est l'actionnaire majoritaire d'Immobilier Lambert. Marguerite Chevalier sourit tranquillement. Richard Holloway et Suzanne Parker échangèrent un regard. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père me regarder avec autre chose que du mépris. C'était de la peur. Cela ne prouve rien, dit Amandine. Mais sa voix était devenue cassante. Même si le testament est valide, ce que nous contesterons, Céleste n'a aucune expérience des affaires. Elle ne peut pas diriger une entreprise. Je ne demande pas à diriger l'entreprise. Je me suis adressé à l'ensemble du conseil. Je vous demande d'examiner les faits. J'ai sorti le procès-verbal du conseil de 2018 de mon portefeuille. 14 mars 2018. Gérard Lambert a proposé la résolution 2018-07 pour réduire les parts votantes d'Éléonore Lambert de 51% à 10%. Sa justification déclarée « J'ai trouvé le passage. La fondatrice n'est plus capable de comprendre les opérations commerciales modernes. » C'était sorti de son contexte, dit Gérard. La résolution a échoué par 2 voix. Celle d'Éléonore et celle de Marguerite Chevalier. J'ai regardé Marguerite. Est-ce exact ? Marguerite hocha lentement la tête. C'est exact. Éléonore m'a appelé ce soir-là. Elle était dévastée. Non pas à cause de la résolution, elle savait qu'elle échouerait, mais parce que son propre fils avait essayé de lui prendre tout ce qu'elle avait bâti. C'est de l'histoire ancienne, commença Gérard. C'est une preuve. Je l'ai interrompu. La preuve que ma grand-mère ne souffrait pas d'une capacité diminuée lorsqu'elle a rédigé ce testament de 2019. Elle se protégeait de son propre fils, et elle me protégeait moi. Robert Garnier regarda autour de la table. Quelqu'un d'autre a-t-il des documents contredisant ce qui a été présenté ? Silence. Gérard ? La mâchoire de mon père se contracta. Aucun mot ne sortit. Amandine ? Ma sœur fixait la table. Son sang-froid parfait s'était complètement effondré. Richard Holloway prit la parole pour la première fois. Robert, je pense que nous devons suspendre la séance et faire examiner ces documents par un conseiller juridique. D'accord. Garnier vérifia sa montre. Nous nous retrouverons dans 15 minutes. Jean-Luc, veuillez rester disponible. Les membres du conseil se levèrent. Des conversations éclatèrent à voix basse. Gérard ne bougea pas. Il resta figé, fixant le portrait de sa mère sur le mur. Je me suis demandé s'il pouvait la sentir l'observer. 15 minutes se sont transformées en 45. Le conseiller juridique du conseil, un homme mince nommé Patterson, que je n'avais jamais rencontré, a passé tout ce temps au téléphone avec Perrin et Associés, la banque privée de la Société Générale et les archives du tribunal de Paris. Je suis resté seul au bout de la table. Jean-Luc Perrin m'a apporté un verre d'eau. Marguerite Chevalier m'a tapoté l'épaule en passant. Gérard et Amandine se sont blottis dans un coin, leur dispute chuchotée devenant de plus en plus animée. Finalement, Patterson est retourné à la table et a murmuré à l'oreille de Robert Garnier. L'expression de Garnier vacilla, surprise, puis résignation. Veuillez reprendre vos places.
Les membres du conseil retournèrent à leurs chaises. La tension dans la pièce s'était cristallisée en quelque chose de fragile. Notre conseiller juridique a confirmé ce qui suit, lut Garnier sur ses notes. Le testament présenté par mademoiselle Lambert est valide en vertu du droit français. Il supplante tous les documents testamentaires antérieurs. Avec effet immédiat, Céleste Anne Lambert détient 51% des parts d'immobilier Lambert. Quelqu'un inspira brusquement. De plus, continua Garnier, en tant qu'actionnaire majoritaire, mademoiselle Lambert a le droit de proposer des motions au conseil, y compris sur des questions relatives à la direction exécutive. Il me regarda. Mademoiselle Lambert, avez-vous des motions que vous souhaitez présenter? Je me suis levé. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix resta ferme. J'ai une motion. Gérard se leva de son siège. Robert, c'est là, asseyez-vous, Gérard. La voix de Garnier avait une fermeté inattendue. Mademoiselle Lambert a la parole. Gérard s'assit. Son visage était devenu gris. J'ai regardé autour de la table, ces 12 personnes qui, jusqu'à une heure auparavant, ne m'avaient jamais considéré comme capable de quoi que ce soit. Maintenant, ils attendaient ma décision. Le pouvoir de détruire la carrière de mon père était entre mes mains. J'ai pensé à ce que ma grand-mère aurait voulu. Et j'ai fait mon choix. Je ne propose pas de révoquer Gérard Lambert de son poste de PDG. La tension dans la pièce changea. La tête d'Amandine se releva brusquement. Même Marguerite semblait surprise. Ce que je propose, continuai-je, c'est un vote de confiance. Le conseil décidera si Gérard Lambert conserve sa confiance en tant que PDG d'Immobilier Lambert. Si la majorité vote contre la confiance, il démissionne. Si la majorité vote la confiance, je n'interférerai pas avec la direction opérationnelle pendant mon mandat d'actionnaire majoritaire. C'est absurde, Amandine se leva. Tu transformes ça en spectacle, en fantasme de vengeance. Non. J'ai croisé son regard. C'est de la gouvernance d'entreprise. Le même processus qui existe dans toute entreprise bien gérée. Le même processus que grand-mère Éléonore a établi dans nos statuts il y a 40 ans. J'ai marqué une pause. Si papa a la confiance du conseil, il n'a rien à craindre. Robert Garnier m'étudia un long moment. Quelque chose comme du respect vacilla dans son expression. Y a-t-il une seconde pour cette motion? Je seconde. Marguerite Chevalier n'hésita pas. Alors, nous voterons. Tous ceux qui expriment leur confiance en Gérard Lambert en tant que PDG, levez la main. 4 mains se levèrent. Les alliés de Gérard. Des gens qui devaient leur siège au conseil à ses recommandations. Tous ceux qui expriment leur non-confiance. 7 mains se levèrent. Robert Garnier compta 2 fois. Puis il posa son stylo. La motion est adoptée par 7 voix contre 4, avec une abstention. Il se tourna vers Gérard. Monsieur Lambert. Le conseil a voté la non-confiance. Conformément à l'article 14.3 de nos statuts, vous avez 30 jours pour présenter votre démission. Gérard ne dit rien. Il se leva, me regarda. Me regarda vraiment. Pour ce qui était peut-être la première fois de ma vie. Je m'attendais à de la rage, de la haine, des menaces. Ce que j'ai vu était pire. La reconnaissance. La compréhension qu'il m'avait si complètement sous-estimé qu'il avait tout perdu. Il est sorti sans un mot. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Pourquoi ne l'a-t-elle pas simplement renvoyé? Pourquoi lui donner une chance de garder son emploi? Parce que la vengeance n'est pas la justice. Parce que détruire quelqu'un n'efface pas ce qu'il vous a fait. Et parce que ma grand-mère ne m'a pas élevé pour être cruelle, elle m'a élevé pour être juste. Si cela résonne en vous, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, activez les notifications, car l'histoire n'est pas terminée. Loin de là. Maintenant, retour à ce qui s'est passé après que la salle du conseil se soit vidée. Gérard m'a rattrapé dans le couloir privé à l'extérieur de la salle du conseil. Pascal était avec lui. Quelqu'un devait l'avoir appelé pendant la suspension de séance. Son visage était strié de larmes, le mascara coulant sur ses joues. Toi. La voix de Gérard était à peine contrôlée. Toi, ingrate, intrigante Gérard. Pascal posa une main sur son bras. Pas ici. Pas ici?
Elle vient de détruire notre famille devant 12 personnes. Je suis resté ferme. Je n'ai rien détruit. J'ai dit la vérité. La vérité? Gérard rit amèrement. Ta grand-mère a été manipulée. Cet avocat, Perrin, il a dit grand-mère Éléonore a écrit ce testament 5 mois après que tu aies essayé de la priver de son pouvoir parce qu'elle a vu exactement qui tu es. Ma voix ne vacilla pas. Tu n'as pas perdu parce que je t'ai trahi. Tu as perdu parce que tu l'as trahi, elle. Pascal s'avança. Céleste, ma chérie, tu dois comprendre. Nous essayons de te protéger. Tu as toujours eu des difficultés. Nous ne voulions pas te mettre la pression, vous ne m'avez pas protégé. Vous m'avez effacé. 28 ans de silence se sont cristallisés en mots. Chaque dîner de Noël, chaque photo de famille, chaque conversation où vous parliez des réussites d'Amandine et prétendiez que je n'existais pas. Ce n'était pas de la protection. C'était de l'abandon. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'était pas juste. J'ai croisé le regard de ma mère. J'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que j'étais digne de cette famille. J'ai fini de prouver. Les documents parlent d'eux-mêmes. Gérard m'a attrapé le bras. Ce n'est pas fini. Nous allons contester ce testament. Vous perdrez. Et vous le savez. Parce que grand-mère Éléonore a prévu toutes les éventualités, y compris celle-ci. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère. Céleste, attends. Je n'ai pas attendu. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de leur permission pour partir. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur les visages de mes parents. Je me suis appuyé contre la paroi en acier brossé, me permettant enfin de respirer. L'adrénaline qui m'avait porté pendant les 2 dernières heures a commencé à refluer, laissant quelque chose d'inattendu dans son sillage. Pas le triomphe, pas la satisfaction. Le deuil. Je venais de couper 28 ans d'espoir que les choses changent, de croyance que si j'étais assez patiente, assez silencieuse, assez bonne, mes parents finiraient par me voir, m'aimer comme ils aimaient Amandine. Cet espoir était mort maintenant. Je l'avais tué moi-même. L'ascenseur a descendu 42 étages. Au moment où il a atteint le hall, j'avais essuyé mes yeux et redressé mon blazer emprunté. Jean-Luc Perrin attendait près du bureau de la sécurité. C'était il chercha le mot. Remarquable. C'était nécessaire. Votre grand-mère serait d'accord. Il s'est mis à marcher à côté de moi alors que je me dirigeais vers la sortie. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je rentre chez moi, je dors, j'essaie de comprendre à quoi ressemble ma vie sans la famille que je pensais avoir. Et l'entreprise. Je ne veux pas être PDG. Je ne l'ai jamais voulu. Nous nous sommes arrêtés aux portes tournantes. Je veux juste que l'entreprise que ma grand-mère a bâtie soit dirigée par des gens qui s'en soucient vraiment, pas par des gens qui la voient comme leur héritage personnel. Maître Perrin hocha lentement la tête. Le conseil voudra vous rencontrer, discuter des plans de transition, de votre rôle à l'avenir. Je sais, mais pas aujourd'hui. J'ai poussé la porte, senti la lumière du soleil parisien sur mon visage. Aujourd'hui, j'ai juste besoin d'être Céleste Lambert, pas une actionnaire, pas une victime, pas un symbole. Et demain? J'ai regardé la tour Lambert, 42 étages de verre et d'acier portant le nom de ma famille. Demain, je commence à construire quelque chose de nouveau. 19 mai 2024. Gérard Lambert a signé sa lettre de démission à 16 heures. Je n'étais pas là. Je l'ai appris par un email de Robert Garnier. Mademoiselle Lambert, votre père a présenté sa démission effective au 15 juin 2024. Le conseil m'a nommé PDG par intérim pendant que nous menons une recherche pour une direction permanente. De plus, le conseil a voté pour vous offrir un poste officiel, conseillère stratégique auprès du conseil. Ce rôle vous permettrait de participer aux décisions majeures pendant que vous déterminez votre relation à long terme avec l'entreprise. Veuillez me faire part de vos réflexions. Cordialement, Robert Garnier. J'ai lu l'email 3 fois. Par habitude. Puis je l'ai transféré à Jean-Luc Perrin pour examen. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Offre juste. Pas de piège caché. Félicitations, Céleste. Ce soir-là, un email général a été envoyé à l'équipe d'immobilier Lambert.
À compter du 15 juin, Gérard Lambert quittera ses fonctions de PDG. Robert Garnier assurera l'intérim. De plus, le conseil accueille Céleste Lambert en tant que conseillère stratégique en sa qualité d'actionnaire majoritaire. Nous remercions Gérard pour ses années de service et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Mon téléphone a vibré de messages. Des collègues avec qui j'avais travaillé pendant 2 ans, des gens qui n'avaient jamais appris mon nom, voulaient soudainement prendre un café, renouer le contact, prendre des nouvelles. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Mais un message s'est démarqué, celui de Patricia Moral, une assistante de direction qui avait commencé dans l'entreprise en 1987, qui avait travaillé directement avec ma grand-mère. Céleste, Éléonore parlait constamment de vous. Elle disait que vous voyiez des choses que les autres manquaient. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue dans la salle du conseil. Elle serait si fière. J'ai sauvegardé ce message. Certaines validations ne viennent pas de la famille. Parfois, c'est mieux ainsi. Une semaine plus tard, l'histoire est devenue publique. Les Échos, révolution chez Immobilier Lambert. La petite fille de la fondatrice prend le contrôle après la découverte d'un testament secret. L'article ne me nommait pas directement. Les lois sur la confidentialité des entreprises l'empêchaient, mais quiconque dans le milieu de l'immobilier parisien savait exactement de qui il s'agissait. Dans un retournement de situation spectaculaire, l'héritier présomptif de l'empire immobilier Lambert a été supplanté par un membre de la famille jusqu'alors inconnu. Des sources proches du conseil décrivent la transition comme attendue depuis longtemps et citent des préoccupations concernant le style de gestion de l'ancien PDG. Gérard et Pascal ont annulé leur apparition au gala du musée d'Orsay. Pour des raisons de santé, selon leur attaché de presse. 3 partenaires d'investissement ont demandé des réunions avec moi personnellement, pas avec mon père, pas avec le conseil, mais avec moi. 2 d'entre eux, après une conversation d'1 heure chacun, ont confirmé qu'ils poursuivraient leur relation avec Immobilier Lambert. Nous avions des préoccupations concernant la direction de Gérard depuis des années, a admis l'un d'eux. Votre grand-mère a bâti quelque chose de spécial. C'est bon de voir sa vision protégée. Les retombées sociales se sont propagées. Les amis de mes parents se sont soudain souvenus d'engagements antérieurs. Les invitations à des événements caritatifs se sont taries. Le nom Lambert, qui avait autrefois ouvert toutes les portes du 16e arrondissement, portait désormais un astérisque. Je n'ai pas célébré leur humiliation, mais je ne l'ai pas pleuré non plus. Marguerite Chevalier m'a appelé un samedi matin. Comment tenez-vous le coup? Je ne sais pas encore. Demandez-moi dans 6 mois. C'est juste. Une pause. Éléonore aurait géré ça exactement de la même manière. Vous savez, le vote de confiance au lieu du licenciement, lui donnait une chance qu'il ne méritait pas. Elle rit doucement. Elle disait toujours que la miséricorde était le pouvoir ultime. J'ai longuement réfléchi à cela après que nous ayons raccroché. La miséricorde n'était pas de la faiblesse. La miséricorde était un choix. Et pour la première fois, le choix avait été le mien. 8 juin 2024. 3 semaines après la réunion du conseil, mon téléphone a sonné à 14 heures. Céleste. La voix de ma mère semblait plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Pouvons-nous parler? Juste nous deux. J'ai accepté de la rencontrer dans un café du Marais. Territoire neutre. Aucune chance que Gérard n'apparaisse avec des avocats. Pascal était déjà là quand je suis arrivé. Elle semblait plus âgée, d'une certaine manière. Le maquillage soigné ne pouvait cacher l'épuisement en dessous. Merci d'être venu. Elle enroula ses mains autour d'une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Je sais que je ne le mérite pas. Que veux-tu, maman? M'excuser. Le mot sortit, fissuré. Pour tout. Pour la façon dont nous t'avons traité. Pour les choses que nous avons dites. Pour les choses que nous n'avons pas dites. T'excuses-tu parce que tu es désolé ou parce que tout a changé? Elle tressaillit. La question flotta entre nous comme de la fumée. Les deux, admit-elle finalement. J'ai honte de le dire, mais les deux. Ses yeux s'embuèrent. J'étais tellement concentré sur le succès d'Amandine, sur le maintien des apparences. Je me disais que nous te protégions des attentes que tu ne pouvais pas satisfaire. Mais c'était un mensonge. Je me le disais pour ne pas avoir à me sentir coupable.
Tu as laissé papa me traiter de nul devant la famille, devant les partenaires commerciaux. Tu ne m'as jamais défendu, pas une seule fois. Je sais. Une larme coula sur sa joue. Je sais, et je ne pourrai jamais l'effacer. Mais Céleste, je ne veux pas te perdre entièrement. Je ne sais pas si c'est encore possible, mais je devais essayer. J'ai regardé cette femme qui avait été ma mère pendant 28 ans, qui avait tressé mes cheveux quand j'étais enfant et oublié mon anniversaire à l'âge adulte. Je ne peux pas prétendre que les 20 dernières années n'ont pas eu lieu, dis-je lentement. Mais je suis prête à essayer de construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Elle hocha la tête, incapable de parler. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Août 2024. 2 mois plus tard, Amandine a appelé alors que je me promenais dans le jardin du Luxembourg. J'ai failli ne pas répondre. Céleste, je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pouvons-nous nous voir? Il y a quelque chose que je dois te dire. Nous nous sommes assises sur un banc près de la fontaine Médicis. La chaleur d'où pesait comme un poids. Amandine avait l'air différente. L'armure de perfection qu'elle avait portée toute sa vie s'était fissurée. Des cernes sous les yeux, les cheveux attachés négligemment. Je suis en thérapie, dit-elle sans préambule. Depuis mai. 3 fois par semaine. C'est bien. C'est brutal. Elle rit sans humour. Il s'avère qu'être l'enfant prodige n'est pas vraiment un cadeau. C'est une autre sorte de cage. J'ai attendu. Papa attendait de moi que je sois parfaite. Chaque note, chaque réussite, chaque prix n'était jamais assez. C'était juste la base pour la suite. Elle fixa la fontaine. Et la façon dont il te traitait, je me disais que c'était juste comme ça. Que tu étais différente. Que je te protégeais en ne les défiant pas. Tu ne me protégeais pas. Non, je me protégeais moi-même, parce que si je te défendais, je devenais aussi une cible. Elle me regarda enfin. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. Que attends-tu de moi, Amandine? Rien. Je ne mérite rien. Sa voix se cassa. Je voulais juste que tu saches. Je te vois maintenant. Vraiment. Et je suis désolé de ne pas avoir regardé plus tôt. Nous sommes restés assises en silence. 2 sœurs qui avaient grandi dans la même maison comme des étrangères. Je ne peux pas revenir à ce qu'étaient les choses, dis-je finalement. Mais je ne suis pas intéressé à rester ennemi non plus. Peut-être qu'on peut recommencer à zéro. Les yeux d'Amandine se remplirent de larmes. J'aimerais beaucoup. Ce n'était pas la relation fraternelle que j'avais voulu enfant, mais peut-être que cela pourrait devenir quelque chose de réel. Novembre 2024. 6 mois après la réunion du conseil, j'ai emménagé dans mon propre appartement à Montmartre. Un 2 pièces, immeuble ancien, avec une vue sur les toits de Paris, non loin de l'endroit où ma grand-mère avait ouvert son premier bureau en 1965. Le loyer était plus élevé que tout ce que j'avais jamais payé, mais je pouvais me le permettre maintenant. Mon nouveau salaire en tant que directrice du développement durable chez Immobilier Lambert, 185 000 € par an, plus les dividendes de mes actions. Le titre était mon idée, une nouvelle division axée sur les pratiques de construction écologique, l'immobilier durable, les évaluations d'impact environnemental, le genre d'innovation que ma grand-mère aurait défendu si elle avait vécu pour le voir. Gérard appelait une fois par mois maintenant, des conversations courtes, polies. Il demandait des nouvelles du temps, de mon nouvel appartement, du travail. Nous faisions tous les deux semblant que le passé n'avait pas eu lieu. C'était plus facile comme ça. Pascal et moi déjeunions toutes les 2 semaines. Lentement, maladroitement, elle apprenait à me voir comme une personne plutôt que comme un problème. Ce n'était pas la relation mère-fille dont j'avais rêvé. Mais c'était honnête, ce qui était plus que ce que nous n'avions jamais eu. Amandine et moi prenions un café le week-end parfois. Nous apprenions à nous connaître, vraiment, pour la première fois. Elle me parlait de la pression qu'elle avait subie. Je lui parlais de la solitude. Aucune de nous ne prétendait que le passé était acceptable. Mais nous écrivions une nouvelle histoire. Sur le mur de mon appartement, j'avais accroché le portrait de ma grand-mère, le même qui avait veillé sur la salle du conseil pendant 40 ans. Parfois, lorsque la lumière du soir le frappait juste comme il faut, je pouvais presque la voir sourire. Tu l'as fait, grand-mère. J'ai pensé. Tu m'as donné les outils.
Je devais juste être assez courageuse pour les utiliser. Il y a 6 mois, j'étais invisible. Maintenant, j'étais enfin pleinement moi-même. En y repensant, je comprends maintenant quelque chose que je n'aurais pas pu comprendre à 27 ans. Ma grand-mère ne m'a pas laissé 51% de son entreprise parce que j'étais meilleur qu'Amandine. Elle me l'a laissé parce qu'elle savait que je ne laisserais pas le pouvoir me corrompre comme il avait corrompu mon père. La dyslexie n'est pas mon défaut. Elle fait partie de qui je suis, comme ma mémoire visuelle, ma patience, ma capacité à voir des schémas que les autres manquent. Les choses qui me rendaient lente aux yeux de mes parents étaient les mêmes choses qui m'ont fait voir la vérité quand tout le monde regardait ailleurs. Gérard jugeait la valeur par les diplômes, par les qualifications, par la performance. Éléonore jugeait la valeur par le caractère, par la gentillesse, par la façon dont les gens traitaient ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Et maintenant, enfin, je peux juger ma propre valeur. Pas par ce que disent mes parents, pas par ce que ma sœur a accompli, pas par ce que pense un étranger sur Internet. Par mes propres normes, ma propre mesure, ma propre vérité. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous avez déjà été celui ou celle qu'on néglige, qu'on ignore, celui ou celle dont on disait qu'il n'arriverait jamais à rien, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un héritage secret pour prouver votre valeur. Mais vous devez vous donner la permission d'arrêter de chercher l'approbation de personnes qui ne vous la donneront jamais. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles vous permettent de décider qui a accès à votre vie et à quelles conditions. Ma famille m'a fait du mal pendant 28 ans, mais je n'ai pas eu besoin de leur faire du mal en retour pour trouver la paix. J'avais juste besoin d'arrêter d'attendre qu'ils me voient et de commencer à me voir moi-même. C'est le véritable héritage que ma grand-mère m'a laissé. Et personne ne pourra jamais me l'enlever.